Hamzat Boukari Yabara, nous revenons aux États-Unis et on a vu que c'est aux États-Unis notamment que le courant panafricaniste a émergé. Dans le courant des années 60-70, des personnalités émergent ainsi que des groupes qui s'inspirent du panafricanisme. Vous parlez dans votre livre notamment de Martin Luther King qui s'est rendu au Ghana en 1957. Il rencontre notamment Nkrumah et Julius Nyerere. Est-ce que Martin Luther King se sert de l'expérience ghanéenne pour son propre combat aux États-Unis? Disons que Nkrumah offre à Martin Luther King une plateforme internationale, puisqu'en l'invitant aux cérémonies de l'indépendance du Ghana, Nkrumah permet à King de rencontrer Richard Nixon, qui était à l'époque vice-président, et un certain nombre d'officiels américains, et d'une certaine manière valide King en montrant qu'il y a un chef d'État qui soutient le combat de Martin Luther King. Et donc c'est un coup de pouce très important. Et ensuite il y a une inspiration très forte puisque c'est en écoutant Kwame Nkrumah faire le discours de l'indépendance du Ghana que King trouve un certain nombre d'intonations, notamment celles qu'il utilisera lors du fameux discours I Have a Dream. Oui. Qui est en partie plagié d'ailleurs sur Kwame Nkrumah. Oui. Autre personnalité que vous citez dans le livre, qui est une personnalité très connue, Malcolm X. Comment Malcolm X a découvert le panafricanisme? Alors, Malcolm X a grandi dans une famille garvéiste. Ensuite, avant d'en être, déstructuré, d'en être sorti, puis de connaître une période de délinquance, puis d'être repris par Nation of Islam. Et en 63, fin 63, quand il rompt avec Nation of Islam et qu'il entreprend un certain nombre de tournées en Afrique, il se rend notamment donc au Ghana. Il est reçu par Kwame Nkrumah. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires. Toute l'estime qu'il a eue pour le président ghanéen, tout l'entourage, la précaution qu'avaient les autorités ghanéennes autour de leur président l'a beaucoup marqué. Il rencontre aussi à Accra des militants afro-américains expatriés comme notamment Maya Angelou par exemple, qui vont lui expliquer l'importance d'être présent sur le continent africain pour défendre la cause noire américaine. Et donc c'est au retour de ce voyage en Afrique que Malcolm X va créer une structure, l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine, dans l'idée de permettre à la diaspora de peser sur les enjeux du continent africain. Et donc Malcolm X, pour lui, la question du continent africain, la question panafricaine, a toujours été quelque chose de très important dans la manière dont il pensait, je dirais, sa reconversion en tant que militant politique. Était-il plus panafricaniste que Martin Luther King? Beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus, puisqu'il a fait des voyages, il a une présence politique, de l'actualité politique de l'Afrique dans ses discours. Il a clairement une orientation tournée vers les mouvements de libération africains. Il a très clairement également des liens avec des dirigeants africains. Donc oui, il est vraiment beaucoup plus ancré sur la question panafricaine que Martin Luther King, qui lui se battait davantage sur la question de l'intégration des Noirs, la chute de la ségrégation, les droits civiques, etc. Même si sur un certain nombre de points, King et Malcolm X se retrouvaient en parfait accord. Est-ce que l'organisation créée par Malcolm X en 1964, que vous avez cité, l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine, s'est inspirée de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, créée un an avant, en 1963? Alors c'est lors du premier sommet de l'OUA au Caire que Malcolm X présente justement son projet d'Organisation d'Unité Afro-Américaine. On est en juillet 64. Et pour lui, l'idée, c'est d'apporter le complément à l'OUA, qui est en fait une organisation de chefs d'État du continent africain. Alors que, comme on l'a vu en début de série, le panafricanisme est né dans la diaspora. Oui. Donc, il faut nécessairement, si on veut que l'OUA soit panafricaine, qu'il y ait la touche de la diaspora. Et donc, l'enjeu de Malcolm X, c'était de mettre en place une organisation qui viendrait précisément apporter cette vraie touche panafricaine à l'OUA. Oui. Et donc, c'était réunir la diaspora, les diasporas dans une organisation qui aurait un siège, qui aurait une voix à l'OUA auprès des chefs d'État et qui permettrait aux chefs d'État de mieux ajuster leur politique étrangère vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Asie, en fonction des intérêts des diasporas africaines. Est-ce que pour vous, Malcolm X était le leader afro-américain qui aurait été le plus loin dans la relation avec le continent africain et la concrétisation d'une union africaine et afro-américaine? Oui, d'une certaine manière, mais non dans le fait qu'il a été assassiné, comme beaucoup d'autres, quelques mois après, dès février 65.
donc à peine 8 mois après la création de l'Organisation de l'Unité afro-américaine, qui va pas vraiment lui survivre. Mais oui, dans le laps de temps où il a tenté de mettre en place ce type d'alliance. Après, il y a beaucoup d'autres figures noires américaines qui vont, je dirais, qui l'entouraient et qui vont également développer cet axe-là. Oui. Je pense à Harry Belafonte, par exemple. Je pense également à une figure comme Nina Simone, une artiste qui a beaucoup joué ce rôle-là. Puis bien évidemment à Stokely Carmichael, qui est l'un des disciples et de Martin Luther King et de Malcolm X, qui lui, en tant que leader des Black Panthers, va carrément s'exiler dans la Guinée de Sékou Touré et va, depuis la Guinée de Sékou Touré, défendre des positions radicalement panafricanistes au point de changer de nom et de prendre le nom de Kwame Touré, donc en référence à Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Alors vous l'avez évoqué, donc le mouvement des Black Panthers, né en 1966, le parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense. Et là, également, les leaders des Black Panthers ont été très influencés par une personnalité comme Frantz Fanon. Tout à fait, puisqu'il s'agit bien évidemment de se défendre, de poser la question de la violence, du système américain qui est profondément violent, et donc d'utiliser les outils de ce système qui donne le droit de porter des armes. Et donc effectivement, les Black Panthers, c'était basé sur le concept de l'autodéfense dans un premier temps, puis surtout sur l'idée d'une révolution socialiste, populaire et démocratique, qui mettrait à bas le système capitaliste américain. Et donc, il représentait une véritable menace pour le pouvoir américain. Et donc, J. Edgar Hoover, qui avait fait ses premières armes sur Marcus Garvey, comme on l'avait vu précédemment, va réactiver contre les Black Panthers le fameux COINTELPRO, le programme de contre-intelligence qui avait été utilisé dans les années 50 contre les militants communistes pour, décapiter le mouvement des Black Panthers. Donc, certains seront assassinés, d'autres seront corrompus et d'autres partiront en exil, notamment en Algérie ou en Guinée ou en Tanzanie ou au Ghana. Et les Black Panthers se disaient colonisés à l'intérieur des États-Unis. Donc là, il y a vraiment une convergence avec les mouvements de libération nationale qui existent en Afrique. Absolument. Ils considéraient que les Noirs étaient une colonie interne au pouvoir américain. Et que il fallait poser la question donc du retour en Afrique. Et donc ça, c'est très important puisqu'on est dans un cadre où les États-Unis abritent le siège des Nations Unies et quelqu'un comme Malcolm X, à la différence de Fanon, estimait qu'il fallait peser sur les Nations Unies pour condamner le racisme américain et que les gouvernements africains progressistes et révolutionnaires devaient donner leur temps de parole aux militants noirs américains pour dénoncer la politique raciale et impérialiste du gouvernement américain. Un autre élément très important, les militants noirs américains de l'époque demandent à l'ONU d'imposer aux États-Unis un référendum d'autodétermination pour que les Noirs qui souhaitent retourner en Afrique puissent retourner en Afrique. Et en même temps, poser la question des réparations. Et donc, il y a, du point de vue, je dirais, du militantisme afro-américain, une conception d'être dans une situation coloniale et en même temps l'idée qu'on peut utiliser les gouvernements indépendants du continent africain comme support diplomatique pour attaquer les États-Unis sur leur propre sol à travers les instances internationales. Donc, toutes ces alliances vont être décapitées puisque lorsque on renverse Kwame Nkrumah, on renverse tous les militants noirs américains qui le soutenaient d'une certaine manière. Lorsqu'on fait la guerre à tel ou tel régime africain ouvert aux militants du Black Panthers, l'idée derrière, c'est que ces gouvernements-là lâchent les panthères noirs et ce sera aussi le cas notamment de l'Algérie, au moment de sa normalisation des relations avec les États-Unis qui passait par le fait de ne plus héberger sur son sol les militants des Black Panthers. D'ailleurs, en Algérie, il y aura une ambassade des Black Panthers sur place. Exactement. L'Algérie a joué son rôle révolutionnaire, mais on voit très bien comment l'impérialisme referme son piège sur tous les gouvernements qui tentent d'apporter leur soutien à ces militants. L'un des derniers qui résiste encore aujourd'hui, c'est Cuba, qui continue à héberger notamment des personnes recherchées comme Assata Shakur. Merci Hamzat Boukari Yabara.